On en parle souvent, c'est au cœur de nombreux débats. Mais concrètement, comment l'école française encadre-t-elle l'inclusion des personnes LGBTQ+. Aujourd'hui, on plonge directement dans les textes officiels, les lois et les programmes. L'idée de ce décryptage, c'est de comprendre très exactement ce que l'État met en place, depuis le vocabulaire précis qui est enseigné jusqu'aux campagnes de prévention déployées sur le terrain. Allez, c'est parti. Au menu de notre exploration, 1. L'école, ses lois et ses valeurs. 2. L'éducation à la vie affective. 3. Le décodage du vocabulaire LGBTQ+. 4. L'action contre les LGBT+ phobies. Et pour finir, on regardera de près la campagne « Ici, on peut être soi ». On commence tout de suite avec notre premier grand point, l'école, ses lois et ses valeurs. Un véritable sanctuaire protégé par la loi. Pour bien saisir la démarche, il faut comprendre qu'on ne parle absolument pas de simples suggestions. C'est écrit noir sur blanc dans l'article L111-1 du Code de l'éducation. L'école doit garantir l'inclusion de tous les enfants, sans aucune distinction. C'est une obligation légale très stricte pour offrir un environnement où chaque élève peut développer sa personnalité en toute sécurité. Parce qu'au fond, la mission de l'école ne s'arrête pas aux maths ou à la géographie. Il s'agit de faire vivre les valeurs de la République. Le but pédagogique majeur ici, c'est d'inculquer le principe de l'égale dignité de tous les êtres humains. L'école est le tout premier espace où l'on refuse activement les discriminations pour former des citoyens capables, tout simplement, de vivre ensemble. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, l'éducation à la vie affective, ou comment l'éducation nationale structure ce fameux sanctuaire au quotidien. Quand on consulte le programme officiel, on se rend très vite compte que l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est un véritable engagement de la nation. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire avec au moins 3 séances par an, partout en France, dans le public comme dans le privé sous contrat. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est pensé pour évoluer avec l'âge des élèves, c'est très progressif. En primaire, on se concentre de façon adaptée sur les émotions, la découverte du corps et le respect de base. Au collège, avec la puberté, on aborde les changements physiques et la prévention des risques, mais toujours avec une approche positive. Et enfin, au lycée, on passe à la vitesse supérieure, avec une vraie réflexion critique sur des réalités sociales et citoyennes beaucoup plus complexes. Un point absolument fondamental, c'est que ce programme repose sur 3 piliers indissociables. On ne parle pas que de biologie, loin de là, on y associe systématiquement la dimension psycho-émotionnelle et bien sûr le cadre juridique et social. L'idée, c'est vraiment de donner aux jeunes le pouvoir d'agir, tout en leur fournissant les repères légaux nécessaires pour évoluer sereinement en société. Troisième point de notre décryptage, comprendre le vocabulaire LGBTQ+. Autrement dit, adopter le langage du respect. Pour que l'inclusion soit une réalité, il faut partager les bons mots. Prenons ce sigle ultra connu, LGBTQIA+, ou LGBT+. Dans son glossaire officiel, le ministère détaille consciencieusement chaque lettre, mais insiste surtout sur ce fameux « plus ». Ce symbole est super important, car il inclut de manière explicite toutes les autres identités ou orientations qui sortent des cases traditionnelles. C'est vraiment l'outil d'ouverture par excellence. Ensuite, on a le mot « queer », et là, l'histoire est fascinante. À la base, c'est un terme anglais qui veut dire bizarre, qui a longtemps été utilisé comme une insulte assez violente. Mais les minorités s'en sont emparées pour en faire une affirmation de fierté. Aujourd'hui, dans le milieu militant comme académique, c'est devenu un mot très positif pour désigner le fait de transgresser les classifications traditionnelles. Autre concept crucial à bien distinguer, l'identité de genre. Les guides de prévention sont très clairs là-dessus. Il s'agit d'une expérience purement intime. C'est le sentiment profond, personnel, d'être une femme, un homme ou autre. Ça n'a rien à voir avec le sexe biologique ou la simple façon dont on s'habille. C'est vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur. Et logiquement, cette définition nous amène à celle d'une personne transgenre. Factuellement, c'est une personne pour qui cette identité de genre interne dont on vient de parler ne correspond pas au genre assigné à la naissance. Les textes précisent d'ailleurs que le processus de transition vise à aligner la vie sociale et physique avec cette identité profonde dans un but de reconnaissance par la loi et la société. On passe à notre 4e partie, agir contre les LGBT+ phobies, parce qu'il faut définir précisément le problème pour pouvoir l'éradiquer. Le ministère utilise le terme de LGBT+ phobies comme un grand parapluie. Ça englobe absolument toutes les formes de haine ou de discrimination liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qu'elles soient réelles ou même juste supposées. Et attention, on ne parle pas que de violences physiques graves. Ça inclut les stéréotypes, les petites remarques de couloir ou les prétendues blagues qui, l'air de rien, nourrissent un vrai système d'exclusion. Le guide ministériel détaille tout ça pour aider les équipes à mieux cibler les incidents. On y retrouve l'homophobie et la biphobie, évidemment, mais aussi la transphobie.
Et en point d'analyse très fin et soulevé avec la lesbophobie. C'est défini comme un cocktail redoutable entre homophobie et sexisme qui se traduit très souvent par l'invisibilisation pure et simple des femmes lesbiennes. Et là, c'est le moment de rappeler une réalité implacable. On ne parle pas d'une simple entorse au règlement de l'école. Ces comportements tombent directement sous le coup du code pénal. La loi est très stricte. Les peines pour injure, diffamation ou violence sont carrément aggravées lorsqu'elles ciblent l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le message de l'État est sans ambiguïté. Ce sont des délits graves. Pour gérer ça sur le terrain, le ministère équipe tout son personnel avec des guides de prévention hyper complets. C'est une véritable approche systémique. L'idée, c'est d'être capable d'identifier le problème, d'offrir un soutien extrêmement empathique à la victime, tout en apportant une réponse éducative, ferme et proportionnée pour prendre en charge l'auteur des faits. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière étape, la campagne Ici on peut être soi, ou comment la communauté éducative passe concrètement à l'action. Parce qu'au bout du compte, on peut se poser la question, comment on traduit de grandes lois parfois abstraites en un message clair pour un élève de 14 ans? C'est tout l'enjeu de cette campagne nationale de prévention, Ici on peut être soi, qui vient incarner cet engagement directement dans les couloirs des établissements. L'objectif de ces affichages est extrêmement protecteur. Il s'agit de soutenir les élèves LGBT+, bien sûr, mais plus largement de créer une vraie solidarité entre tous les élèves. Le but ultime, c'est d'affirmer haut et fort que l'école est un lieu de sécurité absolue, une bulle de bien-être où aucun jeune n'est empêché de vivre pleinement qui il est. Et le plus intéressant, c'est que l'institution mobilise les élèves eux-mêmes. Avec des outils officiels comme les guides Mon CVC CVL s'engage, on donne aux jeunes les clés pour réfléchir sur les questions de genre au sein même de leur établissement. Ils peuvent mener leurs propres observations et proposer des actions concrètes entre pairs. C'est la force de l'engagement de la jeunesse. Le chiffre 17. Gardez-le bien en tête. Il correspond au 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ça marque le jour où, en 1990, l'OMS a enfin retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Pour l'éducation nationale française, c'est le grand moment de l'année pour donner une visibilité maximale aux campagnes et ouvrir des espaces de discussion décomplexés. Alors pour conclure ce décryptage, c'est la réflexion qui s'impose. Comment cette maîtrise des mots et l'application de ces programmes construisent-ils une société meilleure? On a vu que la France a bâti un cadre très structuré, depuis l'article de loi fondamentale jusqu'aux affiches colorées dans les cantines. Tout cet échafaudage ne sert pas juste à gérer la vie scolaire. En réalité, il vise à transformer profondément la société de demain par la connaissance et le respect absolu de l'égale dignité de chacun. Merci d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.